Bon, comme d'habitude, maintenant, je demande aux gens qui ne veulent pas être photographiés ou filmés de se mettre derrière la caméra. Et puis, si vraiment... Alors, quelquefois, il peut y avoir des photographes, comme par exemple Gilles Durand, qui prend des photos pour ses propres archives. Et si vous ne voulez pas être photographié, allez le voir et puis on s'en censurera les photos. Voilà. Normalement, ça ne doit pas poser de problème. Si on fait comme ça, si on se met derrière les caméras, ça nous simplifiera considérablement la vie ensuite, nous, pour le montage. Alors, en ufologie, alors, je vais me mettre là parce que j'ai pas mes lunettes. Ah ouais, c'est du bon. Quelque chose d'intéressant, c'est que c'est toutes ces affaires que l'on a vues avec Luis Elizondo, Harry Reid, ce qui a été dévoilé au New York Times, dans Politico, ça continue. Ça va pas très vite tout ça, mais ça progresse. Et récemment, il y a quand même une annonce importante, c'est que la marine a décidé de, comment dire, d'aider les marins et les aviateurs surtout dans leur témoignage. Jusqu'ici, c'était très difficile, les gens n'osaient pas témoigner, et donc là, ils vont organiser une série de briefings à l'intention des hauts responsables pour vraiment sensibiliser les gens au fait qu'il faut faire des rapports, il ne faut pas le cacher de peur d'être passé pour un rigolo. Donc ça, c'est quand même un changement assez important, on verra ce que ça va donner dans la réalité, mais au moins c'est tout à fait officiel, hein, c'est paru dans la presse américaine. Alors c'est quand même tout à fait nouveau, et ça fait suite aux révélations et aux photos et aux vidéos qui ont été diffusées récemment, notamment de CS-18 qui prend avec son matériel de visée un UFO, enfin un OVNI en vidéo, et qui le cadre et qui le poursuit un certain temps. Donc ça me paraît quand même assez important, c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Sinon, bien sûr, il y a toujours, au niveau ufologique, il y a toujours les annonces habituelles, régulièrement des triangles ou des boules lumineuses qui sont vues dans le ciel. Astronomie. Bon, pareil, il y a énormément de choses en astronomie. J'ai sélectionné quelques points. Tout près de chez nous, enfin tout près d'un point de vue astronomique, on avait découvert une nouvelle planète autour de Proxima du Centaure. Donc il y a la première planète qui est, elle, à peu près certaine, à peu près sûre, elle est en l'orbite bleue. Proxima du Centaure, c'est la petite boule orange qui est au milieu, c'est une étoile naine. Comme il y en a énormément dans la galaxie, c'est la grosse majorité des étoiles sont comme ça. Et c'est intéressant de voir que déjà de cette étoile qui est la plus proche de nous, elle aurait déjà 2 planètes. La deuxième, elle n'est pas encore tout à fait sûre, hein, c'est encore à confirmer. C'est l'orbite rouge, oui, c'est une orbite très elliptique. Ça serait une très grosse planète qui serait 6 fois plus lourde que la Terre. La première, la bleue, ce qui était intéressant, c'est qu'elle était dans la zone dite habitable, c'est-à-dire la zone qui reçoit à la fois pas trop de chaleur et en même temps qui n'est pas trop loin de la toile, donc pas trop froide. C'est la zone où il pourrait y avoir de l'eau liquide. Je me suis amusé à mettre 2 cartes. Alors c'est une carte rudimentaire. Au milieu, là ici, là, vous avez le Soleil, et autour vous avez en pointillé la zone des comètes et du nuage de Oort. Ensuite, la zone de Lumière, Caté-Lumière, et juste après Caté-Lumière, là vous avez les étoiles les plus proches, qui sont Alpha du Centaure et Proxima du Centaure. Un peu plus loin, une étoile assez célèbre, c'est l'étoile de Barnard, c'est une naine rouge aussi, toute petite étoile, à peine plus grosse que Jupiter. Et puis là vous avez des étoiles qu'on va... Ah ben mince, il faut que je revienne en arrière. Quand tu veux. Hop, trop vite. Voilà. Des étoiles qu'on appelle des naines brunes, qu'on a découvertes très récemment. Si elles s'appellent tous WISE quelque chose, c'est celles qui sont là, les 3, c'est parce que c'est le satellite qui s'appelle WISE qui les a découverts. C'est tout à fait récent. Bon, je passe. Il y a des... on peut dire aussi, c'est que c'est très schématique parce qu'en réalité, ces étoiles qui sont proches du Soleil, eh bien, elles bougent. On dit souvent que les étoiles sont, comment dire, sont fixes dans le ciel, mais ça c'est vrai vraiment pour les étoiles très très lointaines. Celles qui sont proches, ben, elles ont un mouvement proche,
et si on attend suffisamment longtemps, on voit qu'elles se déplacent dans le ciel. Et nos ancêtres très lointains, par exemple les hommes préhistoriques, les hommes de Cro-Magnon, ils avaient des constellations complètement différentes, des dessins dans le ciel complètement différents de ce qu'on voit maintenant. Ouais, comme tu veux. Ouais. Et j'ai mis une autre carte qui est assez connue, qui nous montre notre environnement d'étoiles, le Soleil au centre, et les seules étoiles vraiment connues. Ah zut, j'ai le doigt trop lourd. C'est Sirius ici, Procyon éventuellement, mais déjà il y a moins de gens qui connaissent Procyon. Sirius c'est le grand chien, Procyon c'est le petit chien, et puis éventuellement vous avez en bas Tau-Ceti. Bien sûr vous avez le Centaure, qui est très près de la Terre. Et toutes les autres étoiles, ce sont presque toutes des naines rouges, vous voyez, c'est les petits points rouges qui les permettent de les repérer. Ce sont des toutes petites étoiles. C'est vraiment ça, c'est la grosse majorité des étoiles. 60% facilement des étoiles sont des naines rouges. Autrefois, on pensait que la vie était impossible autour de ces étoiles parce que la zone habitable étant tellement près, les planètes forcément seraient, comment dire, elles seraient comme la Lune autour de la Terre, elles montreraient toujours la même face en face de leur étoile, et il y aurait donc une face qui serait surchauffée, une face qui serait toujours dans le plus grand froid. Mais il semblerait que pour certaines distances, ça pourrait aller, on pourrait avoir des planètes qui seraient favorables. Il y a d'autres problèmes. Ces petites étoiles rouges là, sont assez caractérielles, elles envoient énormément de radiation. Peut-être que ça pourrait être néfaste à la vie. Bon. Il y a énormément de débats là-dessus. On va passer à la suite. Alors la fameuse photo, j'ai dit la fameuse photo du trou noir au centre de la galaxie M87. On a peut-être entendu parler de cette affaire-là. Ça en a fait beaucoup de bruit. En réalité, ce qu'on voit là, c'est pas du tout le trou noir, hein, c'est ce qu'il y a autour du trou noir, c'est le disque d'accrétion. Et le trou noir lui-même est invisible par définition, on ne peut pas le photographier. Ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est, je dis aussi fameuse photo, parce que c'est pas une photo en fait. Elle a été prise il y a 2 ans déjà, en 2017, et c'est en fait une image d'artiste reconstituée par ordinateur à partir des prises de vue d'un grand nombre de radiotélescopes. C'est pas une image optique, c'est une image en fait radio, et les différentes intensités de lumière, ont été représentées par des teintes. Mais néanmoins, c'est quand même un progrès. Ça ressemble un peu à quoi s'attendaient les astronomes. Donc, c'est pas mal, de ce point de vue. Là, je vais parler en général, je ne parle pas de cosmologie, parce que je considère que c'est un peu éloigné du sujet ufologique. Mais là, j'ai fait un peu d'exception, parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il semblerait qu'au niveau cosmologie, au niveau accélération de l'univers, comment dire, expansion de l'univers, vous avez sans doute entendu dire que l'expansion de l'univers n'est pas statique, elle est accélérée, c'est-à-dire que plus vous êtes loin dans l'univers, et loin c'est à des milliards d'années-lumière, plus vous allez aux confins de l'univers, c'est-à-dire proche de la naissance de l'univers, et plus ce que l'on voit s'éloigne de nous à grande vitesse, ce qui est tout à fait étrange. Et donc, pour essayer de préciser tout ça, on a fait deux types de mesures. On a arpenté le système, l'univers, en partant de ce qui est proche de nous, c'est-à-dire les étoiles proches, puis ensuite trouvant des étoiles plus lointaines, trouver des repères, ensuite des étoiles encore très lumineuses qu'on peut voir de très loin, et puis ensuite, par déduction, essayer de comprendre comment tout ça évolue. Quand on voit une étoile très lointaine, on mesure on fait son spectre, et on voit quel est le décalage dans le rouge. Nous avons entendu parler du décalage Doppler, du décalage dans le rouge. Si on pense que les étoiles, les régions lointaines du système solaire s'éloignent de nous, c'est parce qu'on mesure un décalage de type Doppler, c'est-à-dire que la lumière nous apparaît décalée vers le rouge, comme si l'étoile s'éloignait. Donc on décide qu'effectivement c'est comme ça, c'est la preuve que l'étoile s'éloigne. Et non seulement l'étoile, mais les galaxies et de plus en plus lointaines. Donc là, je rappelais dans cette diapo, rapidement, la méthode des parallaxes, c'est de la trigonométrie, c'est-à-dire qu'on utilise la dimension du système solaire
mettons la position en janvier et la position en juillet, c'est deux positions opposées sur l'orbite de la Terre, ça nous fait une base, et ensuite on vise la même étoile. Et forcément, si l'étoile n'est pas trop loin, eh ben on ne la voit pas avec le même angle quand on est en janvier et quand on est mettons, en juillet. À partir de là, par un peu de trigonométrie, on peut dire, voilà, cette étoile, elle est à tant d'années-lumière. Ça marche pour les étoiles proches. Ensuite, on a trouvé quelque chose qui s'appelle qu'on surnomme les chandelles standards, c'est les céphéides. C'est des étoiles qui sont très lumineuses, donc on peut voir très loin, on peut non seulement les voir dans notre galaxie, mais ce qui est surtout qui est plus intéressant, on peut les voir dans d'autres galaxies comme Andromède, ou tout le groupe de la Vierge, etc. Toutes ces galaxies-là. Étant très lumineuses, on les voit de très loin. Et surtout, c'est des étoiles variables, c'est-à-dire que leur luminosité varie à peu près sinusoïdalement, passe par des hauts et des bas. Et une dame qui s'appelle Henrietta Leavitt, c'est une des premières astronomes femmes qui s'est fait un nom dans le domaine astronomique, a prouvé que en fait, plus la période est lente et plus l'étoile est brillante. Donc, en mesurant la période de l'étoile, on peut en déduire la luminosité. Connaissant la luminosité apparente, et connaissant la vraie luminosité de l'étoile, par des modèles qu'on a établis chez nous, dans notre galaxie, eh ben on peut dire, voilà, cette étoile là-bas dans la galaxie d'Andromède, elle est à telle distance. C'est un peu compliqué, mais ça marche très bien. Enfin, jusqu'ici, on pensait que ça marchait très bien. Et ça permet, au moins de façon grossière, d'étalonner les distances dans l'univers. Ensuite, et c'est à partir de ça que le fameux Hubble s'est aperçu de l'expansion de l'univers, et puis il a mesuré la vitesse, et il a calculé la fameuse constante de Hubble, qui nous donne en fait la vitesse d'expansion par milliard je ne sais plus, par million de parsecs, enfin bref. Il a pu caractériser et mesurer l'expansion de l'univers. Premier chiffre qu'il a établi, bon, était assez faux, mais il a été recalculé plusieurs fois depuis. Ensuite, ça ne suffisait pas, les céphéides ne permettent pas d'aller suffisamment loin, donc on a trouvé une autre échelle de distance, on a pu caractériser une autre échelle de distance avec les supernovas. Alors les supernovas, vous savez tout ce que c'est des étoiles qui explosent en fin de vie, mais pas forcément. Il y a notamment, quand vous avez dans un système stellaire, deux étoiles, donc une étoile naine blanche et à côté tout près une étoile qui contient encore beaucoup de matière, si la matière passe de l'étoile sur la naine blanche, ça va s'accumuler et au bout d'un moment, eh ben, la pression et la chaleur vont être telles que ça va exploser, ça va faire une supernova de type 1A. Ces supernovas sont toutes à peu près, enfin, à peu de choses près, elles ont à peu près la même puissance. C'est donc encore un étalon, et comme elles sont, ça fait, une supernova peut briller autant qu'une galaxie entière. Ça fait autant de lumière que des milliards d'étoiles ordinaires. Donc à partir de là, on peut en déduire la distance des galaxies très lointaines et même des galaxies très proches de l'origine des premières galaxies qui se sont formées. Parce que selon la théorie, vous savez, l'univers s'est formé par un Big Bang. Au début, il y avait juste les étoiles primordiales, puis ensuite il y a des petites galaxies, puis des vraies galaxies, et qui ont continué d'évoluer. Donc avec ces supernovas, on peut vraiment se rapprocher très près de l'origine de l'univers selon la théorie. Et on s'aperçoit qu'on fait des mesures de distance, et puis il y a une autre façon de faire des mesures de distance, c'est avec un satellite qui s'appelle Planck, qui lui ne mesure pas les étoiles, mais qui mesure le fond diffus de l'univers, c'est-à-dire le rayonnement diffus. Et lui aussi, ce rayonnement diffus, eh ben, selon l'endroit d'où il vient, il va être plus ou moins modifié vers le rouge. Et ben, les deux mesures, qui sont sérieuses et bien faites, elles sont contradictoires. Donc ça pose de gros problèmes. Et maintenant, en ce moment, la plupart des astronomes disent qu'il va falloir changer la physique. La physique actuelle ne serait pas capable de résoudre ces contradictions. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce que c'est pour montrer que vraiment ça bouge beaucoup et qu'on va peut-être on va peut-être changer nos théories d'ici peu. Qu'est-ce que c'est que ça?
c'est un bug. Ouais. On met un peu. Bon. Ok. Ça, c'est pas vraiment de l'astronomie, c'est plutôt de l'astroarchéologie, mais c'est sérieux. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on soupçonne qu'il y a environ 12-13 000 ans, il y a eu un accident climatique très grave, qui fait que les glaciers fondaient, on était en pleine déglaciation, puis d'un seul coup, on est reparti pour 1000 ans pour une nouvelle glaciation. C'est ce qu'on appelle l'épisode du Dryas, si je me souviens bien. Et il se trouve, donc on explique ça, beaucoup de gens expliquaient ça, par une pluie de comètes qui serait tombée à cette époque-là, qui aurait obscurci l'atmosphère et qui aurait relancé une nouvelle glaciation. En dépit, si vous voulez, de l'environnement solaire et de l'inclinaison de l'orbite de la Terre, enfin bref, quelque chose de contraire au mouvement naturel des choses. Ça aurait quand même duré 1000 ans. Et vous savez tous entendu parler, je pense, de Göbekli Tepe, ce fameux comment dire, temple qui a été découvert en Turquie du Sud-Est, près de la Syrie. Et là, ce que vous voyez d'ailleurs, c'est un des piliers, une reproduction d'un des piliers de ce temple qui est dans un musée à Ankara, en Turquie. Je ne sais pas si vous voyez, si on voit peut-être un peu. En bas, vous voyez peut-être le scorpion, là. Là, non, vous ne voyez pas. Là, il y a un vautour. Là, il y a un autre oiseau. Les astroarchéologues ou archéologues qui s'intéressent à l'astronomie ont décrypté tout ça comme étant des constellations et ils pensent que ça les confirme dans l'idée qu'il y a bien eu des comètes qui sont tombées il y a 13 000 ans et que ça serait donc l'explication de ce mini-âge glaciaire. Ça pourrait être aussi l'explication, d'après eux, du démarrage de l'agriculture, de tout le changement qui s'est passé à cette époque-là, dont nous dépendons à l'heure actuelle, puisque finalement, cette civilisation qui a démarré il y a un peu plus de 10 000 ans, on est toujours dedans. Astronautique. Ça, c'est un petit peu l'idée, peut-être que si les ovnis n'existent pas, un jour on arrivera à en construire, on arrivera à voyager dans l'univers. Ça bouge beaucoup aux États-Unis surtout. Donc là, une petite société qui s'appelle Spacelab, qui est d'ailleurs pas vraiment américaine, à l'origine, elle vient de Nouvelle-Zélande, mais elle a pas mal de capitaux qui viennent de Californie. Et ben, elle vient de réussir à faire son 5e lancement d'une fusée. J'en ai déjà dit 2 fois, mais c'est pas grave. C'est assez particulier, c'est très novateur. Les moteurs les pompes qui envoient le carburant dans les moteurs fusées sont électriques. C'est spécial. Toute la fusée est faite en fibre de carbone, c'est très très léger. Et voilà, ça fait partie des startups qui se lancent dans le domaine spatial. Pour l'instant, c'est un succès, un beau succès. Par contre, il n'y a pas que des succès. SpaceX certainement a eu des très gros succès ces derniers temps. Et puis, je comprends ce qui se passe. C'est mes vidéos qui sont incrustées dans le... Ah mince, je sais pas comment on peut faire. Bon, en fait, j'avais une petite vidéo qui dure 1 minute, qui montre le vaisseau Dragon sur son support qui explose. Donc, je vais pas le mimer, je ne vais pas le chanter, mais je vais vous l'expliquer. Au début, SpaceX, qui sont quand même assez fiers, ont dit qu'il y a une anomalie. Non, il n'y a pas une anomalie, le machin est parti à exploser, à être complètement détruit. On ne connaît pas bien la cause. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on testait, c'était au sol. Hein. Le vaisseau Dragon était posé sur un support, et ce support, c'était juste pour tester l'éjection en cas d'accident. C'est-à-dire que si la fusée Falcon, qui permet de lancer ce vaisseau, avait un incident, il y a un système automatique qui permet d'extraire le vaisseau spatial et de le mettre à l'abri de l'explosion. Malheureusement, jusqu'ici, c'était des tours qu'on mettait sur la fusée. C'était le système de Soyouz ou d'Apollo. Et là maintenant, c'est un moteur qui est sous
le vaisseau spatial qui ne sert pas qu'à ça. D'ailleurs, en temps normal, sert tout simplement à déplacer, oui, le vaisseau, et puis qui pourrait le permettre de le poser au sol. Parce qu'en réalité, ce vaisseau Dragon avait été prévu pour se poser au sol. Même si la NASA a imposé, ils sont très conservateurs, la NASA, ils ont dit non, vous ferez un amérissage comme Apollo, comme tous les autres vaisseaux spatiaux avant. Donc voilà, la vidéo, oui, la vidéo, c'est dommage que je ne puisse pas vous la montrer. Je crois que j'allais peut-être, je l'ai à côté, je vais peut-être pouvoir la montrer indépendamment de mon PowerPoint. Oui, elle a été fuitée par des employés et la NASA menace de les virer si il arrive à les trouver. Il y a un autre échec, c'est la sonde israélienne qui devait se poser sur la Lune. Alors, ils n'ont vraiment pas eu de chance, tout a marché. Le décollage de la fusée Falcon qu'il a lancée, la mise en orbite autour de la Terre, tout a été très bien. Ils ont réussi à s'approcher de la Lune, se mettre en orbite autour de la Lune, et au dernier moment, quand ils ont voulu se poser, quand ils étaient peut-être à 100 mètres seulement au-dessus du sol, boum, catastrophe, le moteur s'arrête et la sonde se crache au sol. Et il semblerait que c'est une erreur humaine. Il y a là-bas un programmeur, je ne sais pas qui a envoyé une commande mal à propos et ça a déclenché la catastrophe. C'est ce qu'ils disent. Mais par contre, comme ils ont le budget n'est pas épuisé, qu'ils ont pas mal d'argent, ils ont décidé de faire une deuxième tentative. Je ne sais pas quand la deuxième tentative, mais peut-être dans l'année prochaine. Allez. Et encore un demi-échec. Je vous avais parlé des autres fois de la sonde InSight qui s'est posée sur Mars, qui va donc permettre de caractériser, continuer des études de cette planète. Alors il y a une partie à gauche, là, l'espèce de... c'est le séismomètre fait par les Français. Il marche bien, cocorico. Mais alors par contre, le thermomètre, la sonde thermométrique, on essaie d'enfoncer dans le sol, faite par les Allemands, ça ne marche pas du tout. Et ça devait descendre à 5 mètres. Ils sont bloqués par une pierre à 30 cm, et ils n'arrivent pas à passer au travers, à la contourner, ils ne savent pas quoi faire. Donc c'est une taupe, ils appellent ça une taupe, enfin une molle en anglais, et ça ne marche pas très bien. Voilà à gauche le dispositif allemand, tel qu'il est posé sur le sol de Mars, et puis là, des seuils humoristiques, on voit une taupe en train de mettre le thermomètre dans Mars. Ça marche peut-être mieux. Donc j'ai dit que l'espace reste dur, très dur, et oui, tout ne marche pas très bien. Mais le futur est lumineux, alors ça c'est une blague évidemment. On a trouvé récemment qu'on peut faire léviter des objets avec de la lumière. Alors, vous avez tous entendu parler des voiles solaires, où la lumière permet de pousser une immense voile. Là on utilise vraiment l'impact des photons de la lumière sur la matière pour avoir une poussée très très faible, mais c'est pas ça dont il s'agit ici. C'est vraiment de faire interagir la lumière au niveau microscopique avec des motifs qui sont faits à l'échelle nanométrique, comme j'ai écrit, sur les objets. C'est un petit peu comme l'idée, si vous voulez, d'une balle de ping-pong qu'on va soulever avec un jet d'air, ou d'un objet magnétique qu'on va faire léviter magnétiquement. Donc là, c'est beaucoup plus puissant, parce que vous savez que la propulsion photonique, comme on dit, c'est-à-dire par la lumière, les méthodes classiques, c'est extrêmement inefficace. Il faut des énergies monstrueuses et puis une grosse voile pour arriver à faire quelque chose. Et là, apparemment, ça pourrait être beaucoup plus efficace. Ça fait penser d'ailleurs à certaines visions d'OVNI qui sont entourées de lumière, peut-être. Voilà. Et j'en arrête là avec l'astronautique. Les annonces, ça y est, les livres sont arrivés. Gilles Durand est arrivé, tous nous sommes sauvés. Ah, il y a 2 choses à dire. Mais dépêche-toi parce que on n'est pas venu pour... Mais si, il faut quand même quelque chose d'oral. Donc, bonsoir, hein, tous ceux que je connais ou que je ne connais pas. Donc j'ai le dernier livre de Rémi Fauchereau, pour ceux qui le connaissent. Donc c'est un enquêteur de terrain dans l'Yonne. Donc il s'intéresse essentiellement à son département, même si de temps en temps il reçoit des témoignages un petit peu dehors.
Enfin voilà, donc c'est son 5e livre qui est en fait la synthèse des 4 premiers, avec des ajouts. Donc ça couvre une période du 19e siècle jusqu'à 2017 ou 2018. Voilà, donc toutes les enquêtes qu'il a fait, enfin, en grande partie, pour les cas les plus récents. Il y a énormément dedans, et ça c'est intéressant, des dessins des témoins, que les témoins ont fait eux-mêmes, pas des reconstitutions, mais des dessins originaux. Donc j'en ai un à vous proposer, mais si vous voulez, vous pouvez aussi le commander, et j'ai des bons de commande pour ça. Voilà. Merci Gilles. Bonsoir. J'en ai presque fini. Encore une annonce. Donc en juin, Daniel Arendt va venir ici pour nous parler de sa vision des abductions, rencontre du 3e type et du 4e type, des découvertes fascinantes et son interprétation. Voilà.